Alors bonjour à tous. Alors je m'appelle Emmanuel Moirand. Moi je suis entrepreneur, je suis consultant et je suis formateur en intelligence artificielle et en technologie de rupture. Mais avant tout ça, je suis un petit-fils d'agriculteur de la Vienne. Alors c'est assez proche de l'Indre. Moi j'ai grandi entre les champs et les étables. Voilà. Et j'ai gardé de mon enfance un profond attachement pour le monde paysan, pour le bon sens de mon grand-père, pour ses valeurs et pour sa résilience. Voilà. Alors moi, pendant plus de 20 ans, j'ai piloté des projets de transformation numérique un petit peu partout dans le monde. J'ai adapté ce qu'on appelle de l'IA. On va en parler tout de suite. Et puis il y a 5 ans, il y a une évidence qui s'est imposée à moi, c'est que cette IA dont on parle beaucoup au niveau des médias, elle pourrait être appliquée à l'agriculture. Alors ce livre dont on va débattre aujourd'hui avec Robert Chasse, c'est un livre en fait qui est le produit d'un double regard. Celui d'expert en technologie et celui des racines qui sont à la ferme. Moi je suis pas un technophile, je suis pas béat ni nostalgique. Ce que je vais faire, c'est de traduire et de faire un passage entre ces deux mondes, de construire un pont entre l'agriculture et les technologies. Donc, je vais laisser à Robert le soin de se présenter, mais je précise bien que c'est un débat où on va échanger sur ces sujets d'IA et d'agriculture. Merci Emmanuel. Donc je suis un ami Emmanuel d'abord, et qui très gentiment m'a demandé de participer à cette présentation de ce livre passionnant. Pour ma part, je suis agriculteur. J'ai été agriculteur pendant 42 ans et également investi au niveau des chambres d'agriculture, notamment pour les dossiers d'IRD, recherche, innovation, recherche, développement, et tout ça m'a conduit à la présidence de la chambre d'agriculture. Donc, bien qu'on soit très amis tous les deux, on a des cursus très différents. Et lorsqu'il m'a parlé d'IA, j'ai eu le sentiment qu'on ne parlait pas forcément exactement la même chose, ou qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentes. D'où l'origine de cette table ronde, sachant que, comme ayant lu le livre, je vais vous faire un aveu, je suis persuadé que l'IA est positive pour l'agriculture, comme l'ont été d'ailleurs toutes les techniques agricoles qui ont permis à l'agriculture de se développer. Merci Robert. Alors effectivement, voilà, l'a précisé, on est amis dans la vie et l'idée c'était de se dire comment traduire en fait ces deux mondes et les faire se rencontrer. Alors déjà effectivement, avant de débattre, il faut poser les bases. Parce que souvent quand on parle d'IA, on parle de sujet qui est mal posé, on parle de robots, on parle d'algorithmes, on parle de science-fiction. Et pendant ce temps, les agriculteurs, ils sont seuls dans leur champ. Alors moi, j'ai dans mon livre, j'ai pris plein d'exemples, mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Claire. C'est une agricultrice. Elle hésite à traiter son blé. Sauf qu'elle le traite, ça lui coûte 1 200 €. Et 3 semaines plus tard, comme toujours, elle ne sait pas si c'était nécessaire de le traiter. Et donc, aujourd'hui, l'agriculteur, il ne sait pas si c'est nécessaire, il ne sait pas quelle décision prendre. Et aujourd'hui, évidemment, tu vas me contredire Robert peut-être, mais moi j'ai vu qu'il y avait 400 000 exploitations en France, dont la moitié gagnait moins que le SMIC. Donc, chaque décision compte pour l'agriculteur. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a par rapport à tout ça? Je pense qu'il faut déjà oublier Hollywood. On n'est pas là-bas, on est en France. Et l'IA, en fait, c'est un système qui va apprendre en observant les choses. Donc, l'agriculteur, quand il va regarder des feuilles, au bout de 10 000 feuilles malades, il saura ce que c'est que la rouille. L'IA, elle fait pareil, mais avec des millions de données en plus. Alors, ça peut être la météo, ça peut être l'historique de la parcelle, etc. Mais l'IA, elle va pas décider. Elle va dire, alors on revient à Claire, cette agricultrice, le risque de rouille, c'est 80% dans les 5 jours sur ta parcelle sud. Donc c'est Claire qui va décider, c'est pas l'IA, mais je dirais que c'est un copilote qu'on voit pas encore. Oui, vous avez pas, on est là, je suis d'accord, mais on a parlé dans le thème principal, parler de gadgets. Alors, je serais, alors, il est bien loin de moi de penser que l'IA est un gadget, mais c'est un moyen qui permet à l'agriculture de se développer et parfois peut-être même de perdurer. Toujours est-il que l'agriculture a eu très longtemps des propositions qui ont été faites sur des innovations techniques. Et ces innovations techniques, elles ont permis, elles étaient pertinentes, donc je pense qu'il y a, et elles ont permis à l'agriculture de se développer. Toujours est-il que l'IA s'inscrit aussi dans une logique d'exploitation. Et dans une situation donnée que vit un agriculteur, qui peut être parfois en difficulté, il est important pour lui d'abord de passer par l'analyse de l'exploitation.
je prends un exemple au contraire. Un agriculteur va pas très bien, on va lui conseiller, c'était il y a 30 ans, 40 ans, change de tracteur, prends un tracteur plus puissant, prends un 200 chevaux, tu verras, tu t'en sortiras mieux. Toujours est-il que, même si la qualité du tracteur était là, et que peut-être dans certains cas ça pouvait être pertinent, toujours est-il que c'était peut-être pas là le problème, là où il y avait le sujet. Il y avait peut-être des choses à faire évoluer dans son système d'exploitation avant de prendre cette décision. Pour l'IA, c'est la même chose. Si quelqu'un veut utiliser l'IA, c'est évident. Il faut le faire, mais toujours est-il qu'avant, il faut qu'il y ait une compréhension, une étude de l'exploitation de façon à ce qu'on considère bien que ce choix est totalement pertinent. Un autre point sur les innovations techniques, il est bien évident que l'innovation technique, elle est au service de l'agriculteur et il faut que l'agriculteur ait la main dessus. Et s'il a la main dessus, c'est son outil. Et ça, faut pas l'oublier, c'est pas l'outil d'autres qui voient l'agriculture à sa place et qui ne sont pas à leur place et qui peuvent l'emmener vers un mur. Donc je crois que c'est important qu'il y ait une volonté de la part de l'agriculteur, une certitude, que celle-ci, que cet agriculteur ait la main sur l'outil qui lui est proposé, en l'occurrence. Robert, je comprends cette idée que c'est un leader qui doit diriger, qui doit superviser, qui doit contrôler, et c'est son outil. Alors il y a un risque de dépendance, mais pour moi elle n'est pas dans l'outil en lui-même, dans la technologie, mais dans les contrats. Parce qu'effectivement, il faut vraiment que l'agriculteur soit accompagné dans la mise en place de ces outils d'IA. Et pour moi, il faut qu'il y ait une organisation qui l'aide et qui lui explique comment ça fonctionne, comment ça marche, parce que l'IA va informer, mais l'agriculteur il a tranché, il a tout tranché. Donc quand vous avez un bouton à appuyer, c'est pas l'IA qui va appuyer dessus, c'est vraiment l'agriculteur. Donc pour moi, c'est important que l'agriculteur soit accompagné dans ses choix. Alors ça, vous allez me répondre, quel est l'organisme ou les organismes qui peuvent l'accompagner, mais après, il ne faut pas qu'il y aille seul. On est tout à fait d'accord. Il y a besoin, une fois de plus, et ça, c'est peut-être une capacité qu'a le monde agricole de pouvoir se structurer et pouvoir faire en sorte que le monde agricole domine, en fait, l'outil et la main dessus. Une chose fondamentale que je tiens à rappeler, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Donc à partir du moment où d'autres personnes ont la main sur ce qu'est l'intelligence artificielle, ils ont un pouvoir sur l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent sur le sujet. Et bon, j'ai bien compris ce qu'a dit Emmanuel, mais toujours est-il qu'il faut arriver à ce que le monde agricole puisse continuer à avoir la main sur le sujet. Alors, il y a aussi un autre thème qu'on va aborder, c'est l'agriculteur, si l'outil est trop compliqué, il n'ira pas. Et tous ces gadgets, on vous met un écran avec 50 boutons et on le voit dans le monde de l'entreprise, mais mon opinion, c'est que dans mon opinion, c'est pareil. L'IA doit être simple. Il ne faut pas que ce soit une interface d'avion, il faut que ce soit avec 2 ou 3 boutons, et surtout, moi je crois beaucoup à ce sujet où l'IA envoie une information à l'agriculteur sur son smartphone en disant cette parcelle-là, il faut aller l'étudier, mais pas plus. Donc je sais pas quelle est votre opinion, on verra là-dessus. Je crois que c'est tout à fait la bonne solution. On rentre aussi, alors j'ai beaucoup de respect pour l'IA, mais toujours est-il qu'on rentre quand même dans une logique où l'agriculture est passée du tout systématique, on traite systématiquement, sans savoir, je parle pour l'agriculteur, exactement ce qu'il fait. Il n'a pas forcément une connaissance des matières actives qui sont utilisées, et parfois au pire, ils savent pas très bien, ils n'ont pas forcément très bien la connaissance de la maladie. Donc, depuis une trentaine d'années, des réseaux, notamment en chambre d'agriculture, travaillent sur la formation des agriculteurs pour arriver à ce que les agriculteurs connaissent le fonctionnement des phytosanitaires, en l'occurrence, si on prend l'exemple qui a été donné, et puis également qu'il ait des moyens, des outils de la décision qui vont permettre à ces agriculteurs d'être certains que le traitement est justifié. Pourquoi? Parce que le traitement d'abord il coûte cher, et puis deuxièmement, on s'est aperçu que l'utilisation de produits phytosanitaires,
sur le plan de l'environnement, il pouvait être négatif. Donc, sur ces plans-là, c'est indispensable qu'il y ait encore une fois une bonne connaissance des outils, des moyens qu'on peut avoir, une connaissance des maladies, et également, je suis persuadé que l'IA aidera dans ce sens. Merci Robert. Alors, effectivement, après, il y a un deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est les drones. Moi, j'en parle beaucoup parce que les drones, en fait, on ne se rend pas compte, mais ils survolent déjà nos champs. Et alors, ce qui est intéressant dans un drone, c'est qu'il y a des caméras infrarouges dedans, et que ces caméras, elles voient pas ce que les humains voient. Elles voient autre chose. On va rentrer un peu dans la technique, mais un drone avec une caméra infrarouge, ça voit chaque plante individuellement avec un indice qu'on appelle NDVI. Donc, c'est l'indice de végétation par satellite. Je vous traduis ça en termes humains. Hein. Une plante en stress, elle réfléchit moins d'infrarouge. Et l'IA, elle va traduire ça en carte colorée. Une zone verte, la plante est saine. Une zone rouge, la plante est en détresse. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'au lieu de traiter ou de fertiliser tout un champ, on va mettre la juste dose au bon endroit. Et là, on rentre dans un débat qui est fort, c'est les intrants. Est-ce qu'on peut les réduire de 20 à 30%? Je vous donne un exemple sur 100 hectares. Si on économise déjà 20 ou 40% d'intrants, ça fait 4 000 € de récupérer sur 100 hectares. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Pour moi, c'est pas une photo, le drone, hein, parce qu'on pense que le drone prend des photos. Mais le drone, il fait un diagnostic du champ et il fait une ordonnance de précision. Donc là, j'attends beaucoup Robert sur ce point-là, parce que est-ce que c'est aussi pertinent que ça, ou est-ce que c'est un sujet où on est encore qu'au début? Ça l'est totalement. C'est vrai que plus on a de connaissances, d'outils de la décision pour permettre à l'agriculteur de savoir s'il doit traiter et dans quelles conditions, à la limite, on a tout gagné. On a gagné pour le porte-monnaie de l'agriculteur, on a gagné pour le temps qui sera économisé, parce que traiter systématiquement, ça prend du temps. Et troisièmement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a le respect de l'environnement. Moins on met le phytosanitaire, mieux c'est. Donc tout le monde est gagnant. Toujours est-il que quand on a dit ça, c'est une bonne chose, mais il faut être certain, et plus on a une analyse fine de l'état de la maladie sur sa parcelle, plus on peut travailler finement, plus on fait d'économies, et plus tout le monde est gagnant. Donc moi je ne peux que être positif par rapport à ça. J'imagine que la fiabilité est tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Donc le drone, oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème sur les sujets. Effectivement, parce que il y a aussi un sujet, c'est qu'en France, les drones, on en voit peu. En Chine, les drones, ça, ma fille est en train d'y aller, les drones, c'est pas seulement pour prendre des photos, c'est pour transporter des passagers. Donc on a une échelle sur le drone qui est en train de changer dans le monde, et la France va être concernée un jour. Alors moi, ce qu'on me répond, alors on a la chance d'avoir des chanteurs de fond qui nous aident à être en forme, c'est le salon de l'agriculture. Hein. Mais il y a une question qui est importante. Ces drones, ça coûte cher. Qui va les acheter? Parce qu'un drone agricole, c'est entre 15 et 30 000 €. Bon. Et en fait, c'est pas l'agriculteur qui achète le drone. La réponse, c'est qu'il va acheter un service. Et ce service, ça peut être une CUMA, une coopérative qui va investir en matériel. Et ce que va faire l'agriculteur, c'est qu'il va payer ce qu'on appelle une prestation à l'hectare. Alors ça peut être entre 8 et 15 € à l'hectare. On vous donne juste une explication. Sur 1200 hectares, sur 80 hectares, c'est 1200 € maximum. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il économise 2000 € dès la première année. Donc, moi, je pose le sujet du coût parce qu'on me le pose à chaque fois. Vous en pensez quoi, Robert, de ce coût? Je pense que de toute façon, il faut continuer à ce qu'a fait toujours l'agriculture, c'est-à-dire essayer de regrouper nos moyens et de façon à pouvoir faire le maximum d'économies. Donc, il y a les coopératives, les CUMA, le phénomène CUMA, qui a été quelque chose d'extrêmement bénéfique qui continue de l'être d'ailleurs pour le monde agricole. Et puis également, il y a les groupes de développement. Les groupes de développement, c'est des agriculteurs qui s'associent entre eux, qui sont généralement aidés et appuyés par un technicien, un ingénieur agricole, et donc il y a une réflexion commune. Il y a des données qui sont des uns et des autres qui sont présentées donc à tout l'ensemble du groupe, et petit à petit ça crée une dynamique. Et c'est sûr que des initiatives comme celle d'avoir un drone qui est commun à l'ensemble des agriculteurs, qui généralement c'est sur une même zone géographique, ça ne peut être que pertinent. Encore une fois, il faut garder la main,
Alors, j'ai lu dans le livre, ça m'a un peu étonné, mais je pense que si ça a été écrit, c'est que ça a été étudié précisément. J'ai trouvé les coûts faibles. Bon, tant mieux. Peut-être qu'il faut revoir, mais enfin, toujours est-il que si c'est bien ça, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, on peut s'engager dans cette perspective d'avoir encore une fois, l'agriculture, elle a cette force, elle est très structurée. C'est la force du monde agricole. Structurée sous toutes ses formes. Coopérative, syndicalisme, développement. Donc, lorsqu'on a besoin d'un regroupement, d'utiliser un matériel nouveau comme celui de l'IA, on a déjà les structures. C'est-à-dire que l'agriculteur est déjà habitué à être en groupe, le groupe il existe déjà, donc autant l'utiliser et il sert à ça. Alors, donc vous êtes en train de me dire qu'on pourrait faire des tests peut-être dans l'Indre un jour. Ok, je retiens. Alors, après il y a un autre sujet sur le drone, parce qu'on en parle, c'est la connexion Internet. On parle de l'Indre, il y a des moments où les débits sont insuffisants. Alors moi, on parle d'agriculture de précision, mais moi je suis pas sujet d'une zone blanche numérique. Donc ça, c'est un sujet de frein, et moi la réponse qu'on a, c'est que le drone, en fait, il collecte les données, il les stocke, et qu'elles sont synchronisées la nuit, parce que le débit est souvent meilleur la nuit. Donc il y a un sujet de débit technologique. Est-ce que vous avez une réponse à ces sujets-là, ou en tout cas une question? Non, j'ai pas d'avis particulier. Bon, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut bien avoir toutes les garanties possibles pour faire en sorte que le système fonctionne de façon satisfaisante. En tout cas, moi, j'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Alors après, on a un autre sujet qui est assez passionnant, c'est l'élevage. Alors ça, je sais que Robert étant un spécialiste, ça va nous en parler. Moi, mon opinion, c'est qu'il y a apporté un gain assez important. Alors moi, l'éleveur que j'avais comme exemple dans mon livre, il a 80 vaches, et il se lève, alors Robert va peut-être me contredire, 2-3 fois par nuit pour surveiller son élevage, et pour le village. Et l'idée de ce sujet, c'est que c'est épuisant pour l'éleveur, et que nous, les données qu'on a, alors c'est pas des données françaises, que le capteur qui est au collet de chaque vache, il a mesuré plein de choses. Température, activité, mouvement. Et l'IA va analyser toutes ces données évidemment en temps réel, parce que l'IA c'est quelque chose qui analyse. Et elle va par exemple détecter les signes avant-coureurs d'un village 6 à 12 heures à l'avance. Ou les symptômes d'une maladie 24 heures avant. Et donc ça, l'idée c'est que l'agriculteur en lui-même reçoit une alerte sur son téléphone. Alors ça c'est ce qui se passe aujourd'hui en Asie. Vache numéro 47, la vache va avoir un village pour dans 4 heures. Donc l'agriculteur va plutôt dormir et se réveiller au bon moment. Et ça ferait, d'après les chiffres que j'ai, baisser la mortalité des veaux de 15 à 20%. Donc ça, je voudrais avoir votre retour, Robert, parce que je sais que vous êtes un spécialiste de ça. Prenez votre temps, parce que c'est un exemple avant. Donc, alors, c'est vrai que j'ai assisté au vélage de 150 mères vaches chaque année pendant 40 ans, donc ça fait beaucoup de vélages et beaucoup d'heures de sommeil en moins. Toujours est-il que au début, alors toi, je suis un petit peu sceptique, mais les choses ont certainement beaucoup évolué concernant les capteurs. J'ai passé beaucoup d'heures à mettre des capteurs sur les animaux, et les animaux, ils savent pas qu'ils ont un capteur, donc parfois, ils se grattent, et puis le capteur, il s'en va, et on le trouve plus. Donc, voilà. Donc, c'était il y a plutôt plus d'une décennie, donc je pense que d'ici là, les choses ont sûrement changé. Toujours est-il que c'est un plus. Des vélages en allaitant, c'est épuisant. Donc si on peut se donner des moyens pour faire en sorte que tout se passe bien, c'est rêvé. Il faut vraiment aller en ce sens-là. Une chose aussi, l'éleveur n'ayant pas les moyens de voir qu'un animal va mettre bas, il va aller sur place, sur l'exploitation. Ça dérange le troupeau, ça dérange la mère qui veut véler, donc elle est inquiète parce qu'elle comprend pas pourquoi il y a du bruit la nuit. Et même si elle connaît l'éleveur, mais c'est quelque chose qu'elle comprend, donc elle n'est pas en sécurité quand elle va retarder son moment de vélage. Donc si on est éloigné, si l'éleveur est éloigné, que les choses dans la table se passent paisiblement, ça ne sera que le mieux. Bon, pour ma part, j'ai commencé par des caméras, j'avais une caméra, j'ai fait les 10 dernières années avec une caméra, je l'avais sur mon iPhone, je pouvais la regarder mes villages comme je voulais,
En effet, je fais de bien meilleures performances, j'étais beaucoup moins fatigué, je suis beaucoup moins intervenu et j'ai eu beaucoup moins de pertes. Si l'IA peut aller dans ce sens-là, ce qui est visiblement le cas, vraiment, il faut aller dans ce sens. Alors, le temps en agriculture, en élevage, c'est important. Il faut que l'éleveur, par le temps dégagé, par les capacités et les facilités qu'on a à surveiller les mises bas, tout ce temps, s'il doit être consacré à l'observation, à la présence dans le troupeau, qui sécurise les animaux et qui permet à l'éleveur de s'enrichir d'un certain nombre de connaissances sur ces animaux. On a les gros élevages. Personnellement, j'en avais 150 mères vaches. J'étais pas celui qui en avait le plus dans le canton. Donc, vous imaginez quel niveau. Donc, chacune est différente. Chacune a sa façon de faire. Donc, l'éleveur, il faut qu'il analyse de plus en plus. Donc, plus il a le temps à consacrer à ces moments, d'ailleurs, qui sont peut-être les plus passionnants de la vie d'éleveur, c'est au mieux. Donc, je souscris à fond pour ces capteurs, même s'il faut espérer, mais j'en suis certain qu'ils sont plus performants que ceux que j'ai essayé de tester. Voilà. Merci pour, si j'ai bien compris, en fait, il y a un projet technologique à maturer pour être sûr que ça fonctionne parfaitement. Dans ce cas, rien que les caméras, ça vous avait changé un peu la vie. Et on se dit peut-être que l'agriculteur, dans 5 à 10 ans, il aura une vie un petit peu différente. Moi, j'étais en disant sur le coup d'œil de l'éleveur. On parle de ça. Alors moi, je suis pas éleveur, donc je peux pas l'avoir, mais on me dit que le coup d'œil de l'éleveur, ça prend 20 ans à l'acquérir. Et si les éleveurs ils utilisent trop la technologie, ils vont peut-être perdre un peu leur coup d'œil. Vous avez un avis là-dessus? Alors, j'ai déjà dit. En fait, le coup d'œil de l'éleveur, c'est de l'observation et de l'observation. Et pour observer, il faut être dans le troupeau. Donc c'est des heures qui sont passées, alors pas forcément à être sur sa pailleuse ou sa dessileuse ou en train de véler la vache, c'est aussi être tranquillement au milieu de son troupeau. Et là, on acquiert ce célèbre coup d'œil de l'éleveur, que certains acquièrent plus rapidement que d'autres, mais qui ne peut s'acquérir que par la pratique et la coexistence de l'éleveur au milieu de son troupeau. D'accord. Alors, en fait, l'éleveur va passer 20 minutes sur la bonne vache, et pas 20 minutes sur les vaches qui n'ont pas de sujet. Moi, j'ai la deuxième question. Les données du troupeau. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que s'il y a de l'IA, il y a des données qui vont être transférées. À qui elles appartiennent? Donc la question, c'est, vous, en tant qu'agriculteur, vos données, c'est les vôtres, c'est votre expérience, c'est votre ADN. Est-ce que vous avez une certaine appréhension à les transmettre à un fournisseur qui va peut-être pouvoir potentiellement les utiliser? Personnellement, non. Quand dès que j'ai commencé à être exploitant agricole, j'étais dans un groupe de développement où on était une quinzaine et on échangeait entre nous toutes les données, tous nos résultats, même les mauvais. Voilà, les mauvais. Enfin, avec humilité, on reconnaît qu'on a fait 20 quintaux en colza, le voisin à côté en a fait 32, et en plus, lui, il a mieux raisonné ses intrants, donc il a dépensé moins que moi. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, il faut un peu d'humilité, voire d'intelligence. L'humilité et l'intelligence, c'est souvent lié. Il n'y a pas de problème pour redonner ces données. Si elles servent à tout le monde, c'est à nos groupes. Donc, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'elles soient instrumentalisées pour des raisons, par des entre guillemets, des gendarmes qui viennent contrôler nos pratiques et nous expliquer ou nous séduire par rapport à ce qu'on peut avoir fait ou pas fait. Je crois que ce qui est légitime, c'est notre propriété et notre travail, mais si elle peut servir à tous, ça ne fait qu'un intérêt tout à fait positif. Alors, on va passer à un autre sujet qui est aussi intéressant, c'est la météo. Parce qu'évidemment, on dit que l'agriculteur, il est très lié à la météo. Et là, moi, j'ai l'exemple de Pierre, qui cultivait du blé et qui avait un ennemi qui s'appelle la rouille. Et souvent, on traite trop tôt ou trop tard. Et il y a, moi, ce que je pense, c'est que ça apporte, en fait, une connexion avec des données que n'a pas l'agriculteur. L'unité de la feuille, la température nocturne,
la phénoménologie de la culture et l'historique du développement de la roue dans une région. Et donc ça peut à terme envoyer une alerte à l'agriculteur, risque élevé de roue dans 6 jours dans votre parcelle nord, probabilité 82%. Ça ne veut pas dire que l'agriculteur il va traiter systématiquement, mais il va traiter au bon moment sur les bonnes parcelles. Et ce qu'on a comme résultat, c'est que ça fait 30% de fongicides en moins, avec un gain de 45 € par hectare. Donc si vous faites un calcul, on parle des 150 hectares, ça fait plus de 7 000 €. Et le sol est moins chargé en résidus chimiques. Donc la question c'est, par rapport à ça, quelle est votre opinion de praticien? Je l'ai un peu évoqué dans le début de notre entretien. C'est évident que ce sont des outils d'aide à la décision qui sont de plus en plus pertinents, de plus en plus pointus, et qui permettent à l'agriculteur de savoir d'optimiser son traitement et optimiser ces moments où il va traiter. Donc, et tout ça pour l'économie de produits chimiques et ainsi de suite, l'économie de temps, et puis bien sûr, économie pour l'environnement. Donc, alors on n'a pas attendu l'IA pour réfléchir sur ce dossier-là. Hein, il y a tout un travail qui est fait depuis une trentaine d'années sur ces aspects-là. Toujours est-il qu'au début, c'était peut-être, on avait des moyens qui étaient peut-être un peu grossiers, mais c'était le début. Et là, avec l'IA, on va aller beaucoup plus loin et on aura d'autant plus d'économies qui seront faites et dans l'intérêt de tous. C'est une des raisons peut-être majeures pour lesquelles je suis vraiment favorable à l'IA, parce que il faut que l'outil d'aide à la décision de l'agriculteur, il faut qu'il soit le plus fiable possible. Et plus il est fiable, plus il est précis, plus il y aura d'économies et plus l'agriculteur pourra s'en sortir. Alors, l'idée c'est que, moi c'est ce que je veux entendre, c'est que l'IA c'est pas une certitude, l'IA c'est une probabilité. Et pour vous montrer comment on génial, l'IA va calculer la meilleure probabilité possible face à des données. Donc pour moi c'est l'agriculteur qui reste responsable, mais c'est lui qui va prendre la décision. Donc ma question c'est, est-ce que les systèmes d'IA sont compatibles avec tous les cahiers des charges ou seulement pour une certaine forme d'agriculture? De toute façon, bon, dans l'état actuel des choses, c'est pas adapté à toutes les agricultures, mais il faut qu'elles le soient. Bon, c'est la même chose. Dans l'agriculture, vous avez des exploitations plus ou moins performantes en fonction de la personnalité de l'agriculteur, en fonction du passé, en fonction des moyens qu'il peut mettre en place. Et donc, oui, c'est tout à fait pertinent qu'il puisse avoir ces moyens. Alors après, encore une fois, ces moyens, il faut qu'ils soient précis. Il ne faut pas qu'il y ait une avalanche d'informations qui soient données pour l'agriculteur. Je pense au film Paysan, qui est assez connu d'ailleurs, où c'est l'histoire d'un jeune agriculteur qui essaye dont l'un des animaux est atteint d'une maladie et de façon à pouvoir passer outre ce qu'exige de lui l'administration, il essaye de changer les boucles de son alors que sa sœur est vétérinaire. Donc vraiment il y a toute une histoire là-dessus. Et toujours est-il qu'il essaye de voir des collègues agriculteurs. Il en rencontre un qui lui explique que lui il n'a aucun problème parce qu'il a toutes les données possibles imaginaires qui sont apportées par le contrôle laitier. Et donc, il a en effet des données qui sont sur son troupeau. Et à partir du moment où il y a une discussion qui s'engage, et à partir du moment où le héros du film lui demande à quoi ça lui sert et lui pose une question précise, il s'aperçoit que le malheureux garçon qui a ces données est incapable de répondre parce que, justement, il y en a trop. Donc, il faut faire attention à ce côté-là, d'arriver à avoir des données qui soient précises, en effet, qui soient pas une avalanche de données qui peuvent apporter la confusion et le trouble dans la gestion pour l'agriculture. Alors, moi, il y a un autre angle que je veux creuser, c'est les certifications. C'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui étaient en bio, en SGE, en biodynamie, et ils vont être très stricts sur les produits qu'ils peuvent utiliser et les moments d'intervention. Et est-ce que, par exemple, l'IA est compatible avec ces agriculteurs qui ont des cahiers de charges très stricts? Je pense qu'il n'y a pas de... Encore une fois, l'IA apporte un certain nombre d'éléments, enfin beaucoup d'éléments,
et c'est l'agriculteur qui décide. Donc en fonction du cahier des charges qu'il a signé et qu'il a compris, parce que c'est des engagements quand même assez forts, il sera en mesure de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une compatibilité entre les deux. Donc je suis pas inquiet sur le sujet. Alors après, on va aller sur un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est l'agroécologie. Alors ça, je vais laisser Robert préciser ce que c'est, parce que je ne cache pas que pour moi, c'est un terme un peu complexe. Est-ce que l'agroécologie et la rentabilité sont en capacité d'être résolues par l'IA? Donc déjà, l'agroécologie, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que c'est? Je dirais que l'agroécologie, ça a été un grand mot d'un ministre qui s'appelait Le Foll, qui est un ministre de l'Agriculture. Et tout le monde en fait était... il a commencé dès sa prise de fonction à parler d'agroécologie. Et je dirais que tout le monde était satisfait. C'est-à-dire que les agriculteurs étaient satisfaits et les gens qui sont très attachés aux problématiques environnementales également. Bon. La seule chose, c'est que il y a peut-être eu un souci de définition précise de ce que pouvait être l'agroécologie, parce que assez rapidement, on s'est rendu compte que les gens ne parlaient pas forcément tous du même langage. Toujours est-il que ce détail mis de côté, il faut bien comprendre que c'est le challenge de toute une génération d'agriculteurs. Comment peut-on comptabiliser, comment peut-on faire en sorte que l'environnement et la production agricole puissent être compatibles? C'est le grand enjeu. C'est le grand enjeu. C'est un enjeu immense. C'est un enjeu sur lequel on travaille. C'est un enjeu sur lequel il y a beaucoup de tensions entre les uns et les autres, puisque les uns sont des agriculteurs qui, eux, vivent de ce métier, donc si on leur enlève des moyens pour faire leur métier, je crois notamment des moyens chimiques, c'est vrai que ça peut avoir des répercussions extrêmement graves sur l'équilibre financier de leur exploitation. Et d'un autre côté, on sait que l'environnement, c'est important et qu'il s'agit de préserver la planète d'être beaucoup plus qu'elle a été lors des dernières décennies. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, et l'IA, à partir du moment où ça nous apporte des données précises, à la limite, elle a tout son rôle à jouer là-dedans. Tout à fait. À partir du moment où on a une précision sur l'état d'une plante, et que grâce à cette précision, on sait qu'on n'a pas besoin de traiter, à la fin, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Toujours est-il qu'il faut qu'on ait l'agriculture, on ait la science. Oui, parce que moi j'ai un sujet, alors vous allez dire que je suis peut-être pas très dans ce faux dilemme, mais moi j'estime qu'aujourd'hui il y a un sujet de gaspillage dans l'agriculture. Alors je vais peut-être pas me faire que des amis, mais l'eau, l'engrais, les pesticides, mais aussi le temps. Et on se rend compte qu'il y a des études qui ont été menées sur l'exploitation céréalière américaine qui parlaient d'agriculture de précision et qui disaient que si on met en place, alors moi je sais bien que l'agriculture de précision c'est pas l'IA, mais l'IA est aussi un moyen d'agriculture de précision, ça peut réduire de 25% les intrants, augmenter de 10% les rendements et réduire de 30% l'empreinte carbone. Donc ça se fait simultanément d'après les études, et donc pour moi c'est pas une utopie, c'est ce que moi j'appelle la mathématique agronomique. Mais est-ce que ça vraiment vous le sentez, Robert, ou c'est des chiffres qui sont pas exportables en France, ou est-ce que finalement on peut le tester? Non, c'est à partir du moment où on a commencé à étudier l'agriculture dans le sens d'augmenter l'observation qu'on a pu avoir et se donner des moyens pour pouvoir aider l'agriculteur au choix du traitement ou pas du traitement, ou du soin, ça peut être aussi des vermifuges pour les animaux, des produits de traitement anti-douve ou anti-strong pour les ovins ou les bovins. À partir du moment où on a des connaissances, forcément, on fait les économies. Alors, je dirais que ça va vers la compatibilité entre agro et écologie. Toujours est-il que de dire que tout traitement, même s'il pollue n'est pas satisfaisant ou est du gaspillage, j'irai pas jusque là. Je prends l'exemple que je connais pas très bien, mais on en a beaucoup parlé, l'exemple de la betterave par exemple, où on sait qu'on a un phytosanitaire qui fonctionne pour la betterave, on en a qu'un seul,
Et si on l'utilise pas, il n'y a pas de récolte, ou il y a une récolte avec des résultats catastrophiques. Et à ce moment-là, on ne peut pas considérer que l'économie de ce traitement et du gaspillage. C'est pas possible, hein, parce qu'il est indispensable à la survie, je dirais, de la banque. Encore une fois, je suis pas producteur de betterave, je répète ce que j'ai lu, j'ai pu lire dans la littérature sur le sujet, mais il y a eu une littérature abondante sur la chose, et je pense qu'il y a eu un réel problème sur le chose. Alors, moi j'ai un sujet de charge mentale, parce que ça c'est important de le travailler. L'agriculteur aujourd'hui il est énormément sous pression, il a plein de choses à gérer. Alors on parle de la paperasse pour la PAC ou de la gestion de son exploitation. Moi j'ai un sujet sur l'IA, parce que même si tous les tracteurs aujourd'hui sont parce que moi j'ai des cobots, donc c'est des voitures robots, l'agriculteur lui, est-ce qu'il n'a pas un moment sur le départ, sur le temps d'apprentissage pour utiliser l'IA, une charge mentale importante, et comment on peut faire pour que les agriculteurs, qui vont devoir faire ce pas technologique. Alors moi je vois la mécanisation des campagnes des tracteurs, on a importé des tracteurs. Les agriculteurs, ils n'avaient pas l'habitude des tracteurs pour faire toute leur culture. Maintenant c'est le cas. Est-ce que la charge mentale du l'utilisateur va pas être importante au départ pour nos... Je crois qu'on peut rapidement dire non, parce que l'agriculture est quand même en grande difficulté. Donc je dirais qu'il y a une sorte d'instinct de survie de la part du monde agricole. Et je pense que s'ils savent ils ont bien compris qu'il y a une technique qui leur permet de s'en sortir ou de faire des progrès, ils l'utiliseront. Deuxièmement, dans l'inconscient du monde agricole, on sait que c'est les techniques qui permettent le progrès agricole. La maîtrise des techniques. Donc une nouvelle maîtrise technique apparaît, qui est celle de l'intelligence artificielle. À la fois, il faut pas louper le coche, et je pense que beaucoup d'agriculteurs, enfin une majorité d'agriculteurs l'ont tout à fait compris. Encore une fois, il faut faire œuvre de pédagogie, d'explication, il faut que ça soit compréhensible et adaptable, hein, parce que l'agriculteur, il passe 70 heures par semaine au travail, voilà, il peut pas passer des heures et des heures à essayer de comprendre. Donc il faut des gens pour l'aider, pour l'épauler. Mais dans la décision à prendre, je pense qu'il n'y a aucun problème. Alors cet accompagnement, à votre avis, c'est quoi? C'est l'État, c'est les préfectures, c'est les chambres d'agriculture, c'est les exploitations. Qui doit lancer le sujet? Est-ce que c'est tout le monde en même temps, ou est-ce qu'il y a un bloc qui apporte l'accompagnement? Bon, on va pas faire de chorale de chapelle. Il faut que ça marche. Donc il faut que ça se fasse. Donc s'il y a entre guillemets des bonnes volontés pour aider sur ce dossier, faut pas s'en priver. Que ce soit l'État, que ce soit une coopérative. Là, je reprends ma casquette d'élu de chambre d'agriculture, qui est en charge du développement, hein, parce que c'est l'une des fonctions des chambres d'agriculture. A priori, ça me semblerait logique et pertinent que ce soit le réseau chambre d'agriculture qui s'empare de ce dossier. Encore une fois, le but de la manœuvre, c'est que ça se fasse. Il faut être pragmatique dans ce genre de choses. On peut être plusieurs aussi, hein, il n'y a pas de souci sur le sujet. Voilà mon sentiment. Merci beaucoup, Robert. Après, il y a un acte qu'on va attaquer, c'est la ferme virtuelle. Après, je vais développer un peu ça, parce que quand je parle de ce concept, les agriculteurs, ils sont ou très sceptiques ou assez fascinés. C'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Donc on l'a vu pour les usines, où aujourd'hui, dès que Mercedes ou Renault fait une usine, il fait d'abord un jumeau numérique de l'usine pour la tester à l'avance. Et là, ça s'adapte à l'agriculture, puisque, évidemment, on fait une copie virtuelle de l'exploitation, et on fait des tests sur des cultures qu'on ne fait pas pour voir si elles vont marcher ou pas. Donc j'ai un petit exemple tout simple, hein, c'est Mathieu, dans mon livre, il veut mettre du sorgho sur son exploitation. Ça s'est jamais fait. Bon. Il y a un risque financier important, et donc là, il fait une copie de son exploitation. Alors il copie tout, hein, ses parcelles, ses sols, son historique météo sur 20 ans, et même tous ses équipements. Et après, il va simuler l'introduction du sorgho pendant 5 ans. Et là, il va voir les rendements, les risques climatiques, le retour sur investissement, etc. Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en quelques heures, il avait simulé 5 ans d'expérience terrain. C'est pas un peu fou, mais l'idée, c'est, il n'a pas dépensé un seul euro, à part le fait d'utiliser le simulateur, et il a testé, il a échoué, il a ajusté dans un monde virtuel. Et ça, Robert, moi, c'est important dans votre opinion, parce que vous l'avez fait sans la ferme virtuelle, mais si vous l'aviez aujourd'hui, est-ce que vous le feriez? Alors, je crois on soulève là un grand sujet, qui est le sujet en fait de
la préparation de l'agriculteur par rapport à des situations qui peuvent être complexes. Et là, il y a zéro chose faite. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'agriculteur, il voit la saison arriver, il essaye de faire au mieux. Éventuellement, il va se rappeler de ce que lui a dit son père ou de ce qu'il a fait il y a une dizaine d'années. Une année peut ressembler à une autre. Voilà, il va travailler comme ça. Donc, il n'y a pas de drill, ce que disent les Anglais. Et ça, c'est à mon avis, c'est très dommage, puisqu'il y a beaucoup de métiers, beaucoup de professions, on va parler de l'usine, où c'est quelque chose qui est courant. Le monde agricole, on est passé à côté. J'avoue ne pas savoir pourquoi, et j'ai été le premier à passer à côté d'ailleurs, parce que j'ai jamais essayé de trouver des moyens qui peuvent permettre de entre guillemets s'entraîner, faut pas avoir peur du mot, mais toujours est-il que ça ne peut être que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique. En plus, pour le cerveau, ça permet une gymnastique de cerveau, ça le prépare l'agriculteur à des situations qui peuvent être complexes. Donc le jour où elle arrive, cette situation complexe, il n'est pas dépaysé. Il sait comment réagir. Il est entraîné à réagir. Donc, pour moi, c'est vraiment une innovation et c'est vraiment à pousser. Avec ou sans IA d'ailleurs. Là, c'est l'IA, mais éventuellement, ça peut être. Il faut que ça soit développé de toutes les manières. Là, on est en train de parler de tous les moyens technologiques. Il n'y a pas que l'IA, il y a d'autres choses, mais moi, je vais faire appel à l'avocat du diable. Il y a un nouvel insecte qui arrive. Il n'était pas prévu par la ferme virtuelle. Comment on fait? Est-ce que ces modèles sont suffisamment fiables? Et en quoi est-ce qu'on peut se baser uniquement sur ces simulations ou est-ce qu'il faut garder un vrai sujet de recul? Alors c'est un peu le sujet. Enfin, c'est l'un des peut-être le sujet un peu compliqué où l'IA, je vois pas tellement où est sa place. Alors je sais pas quel est le chanteur derrière, mais enfin il a de la voix, il est exceptionnel, il a plus que moi. Bon, voilà. Mais toujours est-il que je reprends, il y a dans des nouvelles techniques qui sont sur lesquelles on travaillera sans doute demain. Je parle, il y a 10 ans, on parlait pas de TCS. Aujourd'hui, c'est un sujet que tout le monde considère comme important. Il y a peut-être des plantes qu'on ne cultive pas aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Peut-être qu'on les cultivera. Et là, l'IA est un peu sèche, puisque elle utilise des données passées. Voilà. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas le développement de l'IA. Mais je pense qu'il est bon de souligner. Il ne faut pas rester sur des œillères en disant, voilà, il faut faire comme avant et utiliser toutes les données qu'on a pu avoir. Oui, ça faut le faire, mais d'un autre côté, il faut bien être conscient qu'il y aura peut-être de nouvelles techniques qui sont à travailler et pas les laisser de côté à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc là, le modèle prédictif, on a bien compris qu'il n'était pas 100%, c'est pas un oracle, c'est moi ce que j'appelle un simulateur de scénario. On sait bien qu'en une situation 10 fois, la 11e fois, on sait comment la traiter. Et c'est là où l'IA peut être une capacité de simuler, de comparer des stratégies. Et en fait, on va pas simuler l'avenir, on va se dire, avec ces conditions, ça va marcher comme ça. Alors moi, j'ai une deuxième question pour vous. Le jeu Monument, il a été conçu par qui? Parce qu'on est toujours sur de dépendance historique. Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ces plateformes, elles sont américaines, asiatiques, etc. Il n'y a pas de plateforme française. On parle de souveraineté numérique, et aujourd'hui, on sait que les modèles d'IA, même s'ils sont très sécurisés, etc., aujourd'hui, quand vous êtes sur votre boîte mail, c'est Google ou Microsoft. C'est pas une boîte française. D'abord, là, c'est pareil. Vous allez travailler avec des systèmes qui ne sont pas français. La chance qu'on a, c'est qu'on est en Europe. Le problème, c'est qu'on a l'IA Act, c'est que tous ces systèmes hors d'Europe sont audités en permanence par la Communauté européenne pour vérifier qu'ils soient bien respectés de données personnelles. Mais ça, vous avez une opinion là-dessus? J'ai l'opinion du bon sens. C'est évident que il s'agit de bien garder, alors au mieux au niveau national, au pire au niveau européen, mais il faut garder cette indépendance qui nous est chère, puisque l'agriculture, elle a aussi un enjeu géostratégique. Et à partir du moment où on perd des moyens de son développement, que ces moyens de son développement sont dans les mains d'autres puissances,
qui ne nous sont pas forcément favorables. On est obligé de le dire aujourd'hui, vu tout ce qui se passe. Il est indispensable qu'on garde la main là-dessus. Là, pour moi, c'est une évidence. Alors après, on a une autre petit sujet qui est important, c'est la transmission des exploitations. Alors je vais laisser Robert parler, parce que moi, je n'ai pas d'exploitation et j'en ai pas à transmettre. Mais moi, j'ai appris que un agriculteur sur deux, en France, a plus de 50 ans. Et que dans les 10 prochaines années, il y a des centaines de milliers de fermes qui vont changer de main. Alors, comment on fait pour transmettre une expérience et en quoi est-ce que l'IA va pouvoir nous aider? Donc ça, je vais revenir après, mais je vais vous laisser parler de ce sujet de transmission qui, pour moi, me paraît vraiment important. C'est vrai que c'est un enjeu primordial. Alors, il y a la transmission, quand on parle de la transmission de l'agriculture, on parle bien sûr de la transmission des exploitations agricoles. Donc là, on parlait de la transmission. Quand on parle de transmission de l'agriculture aujourd'hui, on parle de la transmission des exploitations agricoles. C'est un vrai sujet. La difficulté, c'est que on a plus de départs à la retraite qu'on a de candidats à l'installation. Voilà, et qu'on sait très bien qu'on peut pas, considérant la difficulté du métier d'agriculteur, on peut pas installer à tout bras, et que l'installation d'un jeune agriculteur, qui soit issu du milieu agricole ou non, nécessite un travail préliminaire, une pertinence, une réflexion, de façon à pas se retrouver avec un agriculteur en difficulté et un échec quelques années après. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le problème de la transmission du savoir. Et c'est peut-être là où le fond de votre question. La transmission du savoir et puis aussi la transmission d'une culture. Parce qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus urbaine. Le monde agricole est de moins en moins prégnant dans notre société. Et je dirais même dans les lieux de pratique l'agriculture, l'urbanisation influe sur le comportement des gens. Les jeunes qui se lancent dans l'agriculture aujourd'hui, ils font partie de notre société. Ils vont au lycée, ils vont à l'école, ils vont faire du sport avec leurs copains des banlieues et des villes. Et enfin, la culture de ces jeunes, de ces futurs agriculteurs, elle est de plus en plus urbaine. Et on le constate d'ailleurs, parce que notamment sur le mutualisme ou les notions d'entraide, qui sont des notions profondément paysannes, hein, qui sont issues aussi peut-être du christianisme. Mais toujours est-il que ces notions-là maintenant sont moins évidentes, dans nos sociétés qui sont plus dures, plus individualistes. Et c'est vrai que quand un jeune agriculteur va commencer l'agriculture, il n'aura pas forcément le réflexe d'aller voir un groupe de développement ou de rentrer dans la coopérative. Et donc, il n'ira pas forcément vers l'IA à cause de ça. Parce que il est tout seul, il a peur des autres. Tout au moins, il a une certaine crainte. Et à ce moment-là, il voudra avoir son outil. Et s'il peut pas avoir l'outil tout seul, il s'en passera, ou il croira qu'il peut s'en passer. Donc, c'est un vrai enjeu. Alors après, il y a l'enjeu des connaissances. C'est vrai, vous l'évoquez dans votre livre, des agriculteurs chevronnés, qui ont été pendant 40 ans exploitants, ils ont acquis un certain nombre de choses. Pourquoi l'IA ne permettrait pas de rentrer leur savoir et leur connaissance? C'est certainement possible, et je suis personnellement très favorable. Pas de problème. Oui, parce que l'idée, c'était de dire, l'IA peut faire quelque chose d'assez révolutionnaire, elle peut interviewer l'agriculteur qui a 70 ans, qui s'arrête, et elle va analyser 20 ans de décision. Alors, ça peut être les dates de semis, les doses d'intrants, les rendements, etc. Et là, on extrait ce que moi j'appelle une logique implicite. C'est un mode d'emploi de l'instinct de l'agriculteur. Alors, évidemment, c'est un héritage qui est transmis, qui va donner un mode d'emploi. Alors, évidemment, l'agriculteur, il va avoir le mode d'emploi, il le dit comme il veut. Mais en tout cas, c'est ce savoir-faire qui, au lieu de se perd un peu, se perd plus qu'avant, parce que les conditions changent, l'aspect change. Et ça, peut-être que cette mémoire, ça peut être un moyen de la garder. Tout à fait d'accord. La seule chose, c'est que, et ça c'est culturel, c'est profondément culturel, une société plus dure, plus individualiste, qui est
les caractéristiques de notre société aujourd'hui. Elle est éloignée des valeurs paysannes, qui sont celles qui sont peut-être qui ont un rapport au temps peut-être différent, qui ont un rapport à l'autre qui est différent, le rapport à la nature qui est différent. Et comme il a tendance à se perdre, là c'est un vrai enjeu de société. Et là, moi j'ai pas forcément de réponse, si ce n'est constater. Mais voilà. Alors c'est vrai que par la pratique de l'agriculture, bon, moi j'ai été éleveur, on sait que lorsqu'on a pratiqué un certain temps l'agriculture, on a acquis un certain nombre de valeurs, inconsciemment d'ailleurs, sans forcément le vouloir. Et là, on revient dans le bon axe, si je puis dire. Hein. Je parle pour ma paroisse, qui est celle de l'agriculture. Voilà. Mais il y a vraiment un phénomène des enjeux dans la transmission. Hein. Il y a la transmission dans le sens de la transmission de l'outil, il y a la transmission dans le sens de la transmission des savoirs, des savoir-faire sur l'exploitation, sur telle parcelle, sur tel troupeau, et puis il y a la transmission d'une culture, d'une façon d'être, qui est peut-être, c'est peut-être ce dernier point qui sera peut-être le plus difficile, mais bon voilà, on peut y travailler et trouver des moyens pour arriver à faire en sorte que toute cette civilisation paysanne, entre guillemets, ne s'effondre pas. Il perd pas trop ses valeurs. Alors moi je ressens pas de l'effondrement dans ce que vous dites. Moi je sens plutôt de la passion, je sens un vécu et l'IA elle est pas là pour remplacer l'agriculture, elle est là pour capturer cette logique de décision. Le ressenti sur l'agriculture qu'il aura, mais le résultat du ressenti, l'IA pour apporter une pierre. Et donc c'est ça en fait, c'est le père qui explique à son fils comment on doit travailler. Et ben là l'IA elle va permettre de garder la mémoire du père. Voilà. Et ce qui est important, c'est que avant de passer au dernier sujet, on n'aura pas de terre sans agriculteur. Et pour moi, ce que j'ai ressenti dans ce que l'IA peut faire, c'est que l'IA, ça peut être le pont entre les générations. Et l'IA, c'est toujours un pont entre un métier et une technologie. Ça permet en fait d'apporter de la finesse dans une analyse, mais le super dur, ça restera l'humain. Ça, c'est fondamental. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Alors, il y a un sujet, c'est la souveraineté. Alors moi, je pense que c'est un thème très important dans mon livre. On a parlé de drones, hein, de capteurs, de modèles prédictifs. On a parlé de jumeaux numériques. Et moi, je me demande, est-ce que tous ces outils-là, ça peut pas permettre que la France récupère ce que moi j'appelle la souveraineté alimentaire? Parce qu'aujourd'hui, on importe 50% de nos fruits et légumes. On a les meilleures terres agricoles d'Europe, ça c'est mon opinion. On a, pour moi, les meilleurs agronomes du monde. Et pourtant, notre dépendance augmente. Alors ça, Robert, je ne sais pas si vous avez un sujet là-dessus, mais moi, ça m'a frappé dans mon... Alors, hélas, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est vrai que d'une grande puissance agricole qui a été défendue par la succession de nos grands hommes politiques, hein, je pense à Georges Pompidou, je pense au général de Gaulle, malheureusement, on est bien obligé de constater qu'il y a eu beaucoup de salive et beaucoup de mots, mais cette dépendance, cette fierté agricole française, malheureusement, perd des parts de marché pour un tas de raisons. Hein. Alors, certainement pour des raisons de manque de courage politique, et puis aussi peut-être de raisons internationales, géopolitiques, qui nous dépassent un peu. Donc, je ne peux être que d'accord, ça n'étonnera personne, avec cette souveraineté et cette nouvel enjeu de se dire l'agriculture étant importante pour notre pays, pourquoi ne serions-nous pas des leaderships pour l'agriculture vis-à-vis de l'IA. Bon, après, la vie n'est faite que d'espoir. Donc, j'irai bien entendu dans ce sens-là. Encore est-il que derrière, il faudra une grande volonté et des hommes politiques capables de l'apporter. Ce qu'on espère, c'est que notre conférence sera transmise à certains hommes politiques courageux. Moi, j'appelle à un plan Marshall de l'intelligence agricole. Ça veut dire qu'effectivement, on a un sujet. Le scénario que j'ai mis dans mon livre, c'est si 50%, on est à la moitié, hein, 50% des exploitations françaises adoptent les outils d'IA qui sont disponibles aujourd'hui,
Le résultat, c'est une production agricole qui va augmenter de 20% en 10 ans, avec une réduction de l'empreinte environnementale de 25%. Et ça, c'est possible. Donc, notre idée là-dessus, est-ce qu'on lance le plan Marshall de l'intelligence agricole? Alors, je suis peut-être un peu moins enthousiaste que vous, mais c'est certainement dû à l'âge. Donc, oui, bien sûr, il faut aller. Bon, j'ai un peu répondu à votre réflexion tout à l'heure hein, sur. Je suis d'une génération où on m'a expliqué que l'agriculture française c'était l'agriculture leader de l'Europe, qu'elle tirait les agricultures européennes et que elle était peut-être la plus grande puissance agricole mondiale. Quand je vois où elle en est aujourd'hui, j'aurais tendance à être un tout petit peu pessimiste. Voilà, mais j'ai tort et Emmanuel a raison. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je cherche pas à avoir raison. Par contre, moi j'ai un autre sujet. Il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui qui pourraient créer ce que moi j'appelle des start-up, donc des entreprises entre l'agriculture et la technologie qui pourraient se baser sur leur expérience terrain pour permettre que la technologie soit appliquée. Et moi je fais un appel aux jeunes agriculteurs, essayer de réfléchir à créer des entreprises spécialisées dans l'agriculture et la technologie, parce que il semble qu'on en manque en France, on n'a pas assez. Il y en a beaucoup en Allemagne, beaucoup en Italie, beaucoup en Angleterre, et ça c'est un sujet. L'agriculteur peut aussi être créateur de sa propre technologie. Tout à fait. Tout à fait. L'agriculture intéresse de plus en plus de monde et pas forcément issu du milieu agricole. Et on rencontre régulièrement des patrons de start-up qui ont plein d'idées, plein d'énergie. Et ça peut être prometteur pour l'avenir. Je suis d'accord. Alors, moi je vais laisser Robert commencer à travailler la conclusion, parce que c'est vous le spécialiste du sujet, donc c'est à vous d'avoir le mot de la fin. Et moi je terminerai derrière par un petit commentaire. Bon, je remercie, je ne sais pas si c'est la conclusion, mais enfin j'en profite. Je remercie donc Emmanuel de m'avoir sollicité pour ce débat. On a dit beaucoup de choses qui étaient, je pense, intéressantes. Enfin, j'en ai l'ambition de le penser. Toujours est-il que pour avoir, quand on voit l'histoire de notre agriculture, je pense qu'il est important que on garde la main sur les moyens que se donne l'agriculture. J'ai trop vu de pertes en charge. Je pense par exemple à la coopération. La coopération aurait pu aller jusqu'à la vente. On aurait pu avoir des supermarchés entre guillemets agricoles et d'autres puissances, d'autres secteurs se les sont appropriés. Alors ça c'est l'histoire ancienne, hein, mais toujours est-il qu'aujourd'hui c'est des bras de fer continuels entre les distributeurs et puis le monde agricole, et souvent le monde agricole est perdant. Donc je pense qu'il est important de faire en sorte que dans cet enjeu-là, qui est un enjeu primordial, que le monde agricole garde la volonté de vraiment garder la main sur ce qu'il y a, et que, comme je le disais tout à l'heure, le savoir c'est le pouvoir, et s'il est donné à d'autres mains, il sera utilisé, qui sont pas forcément dans l'intérêt de nos agriculteurs ou de l'intérêt de notre agriculture. Donc je dirais peut-être c'est peut-être ce plus important dans ce qu'on a pu évoquer. Donc quand on évoque plusieurs raisons, plusieurs conclusions, il y a une conclusion qui se fait, donc je m'arrêterai là en disant que pour moi c'est celle qui est la plus importante. Voilà. Merci Robert. Moi j'ai bien compris qu'IA n'était pas l'ennemi de l'agriculture et de l'agriculteur, qu'il fallait que l'agriculteur se saisit du sujet, qu'il soit surtout le maître de l'utilisation de cette IA, qu'on n'y impose pas. Par contre, moi je crois qu'il y a un constat à faire, et ça je le vois en lisant, hein, c'est qu'il y a une concurrence mondiale qui est très forte pour l'agriculture. On va pas parler du Mercosur, ce qui ne va pas être polémique, mais il y a un sujet de changement climatique, il y a un sujet de changement de société, hein. Et pour moi, je dirais qu'il ce déclin, en fait, on passe à la 4e révolution agricole. Pour moi, c'est pas une option, c'est une vraie nécessité.
Et la révolution agricole qui est en train de se profiler, il faut le faire à notre manière. Je vais résumer, il faut le faire à la française. Et est-ce que cette quatrième révolution agricole à la française, il ne faut pas le faire avec l'IA, avec la technologie, parce que c'est un moyen de plus. Donc moi, je vais vous laisser finir. Est-ce que vous êtes pour qu'on lance cette quatrième révolution agricole? Alors, j'y suis favorable, mais enfin, ça serait peut-être un peu présomptueux de l'affirmer. C'est pas moi qui, malheureusement, et tous les pouvoirs pour faire en sorte qu'elle puisse se faire. Enfin, c'est vrai qu'elle est indispensable. Vous avez évoqué également la problématique du réchauffement climatique, qui est une vraie inquiétude pour le monde agricole, et il faut absolument se donner les moyens. En plus, il va beaucoup plus vite qu'on aurait pu le prévoir. Donc, je pense que l'IA est un outil qu'il ne faut pas négliger sur le sujet. Donc, pour toutes les raisons que j'ai données et qui ont été évoquées par Emmanuel, je pense qu'il est important que les moyens que peut apporter l'intelligence artificielle soient développés, soient mis en avant, et ce de façon révolutionnaire. C'est le mot que vous avez employé. Merci Robert. Le mot de la fin, la France ne doit pas être la ferme du monde, elle doit être le cerveau agricole. Donc, on vous remercie énormément pour nous avoir accompagnés dans cette conférence. Merci Robert. Merci à Hérold de nous avoir invités. Et merci au Salon de l'Agriculture.